Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite compilation des vidéos des dépenses des institutions de l'État. Vous allez voir, c'est hyper instructif entre magouilles, malversation, abus d'argent, abus de pouvoir, etc., etc. Ça va dans tous les sens. Vous demandiez où passe l'argent des Français, vous allez bien vite voir, en fait. Sur ce, la vidéo est à vous. Portez, simple, présent, Monsieur le Premier Président. L'audience est ouverte. Monsieur le Président du Sénat, votre présence fidèle aux audiences solennelles de la Cour démontre l'attachement qui est le vôtre à notre juridiction. Oui. On va commencer par une présentation de la Cour des comptes, ce qu'elle est, comment elle fonctionne. Après, on va aller un petit peu creuser encore, parce qu'un jour, il faudra nettoyer, vous le savez. La Cour des comptes est un organe judiciaire. On va venir sur cette petite notion avant de commencer. Dans le grand public, judiciaire veut dire chercher la culpabilité. Dans une définition de droit, judiciaire veut dire qui est en capacité de juger, définir des responsabilités, définir la portée des actes, qu'ils soient nuisibles ou non à la société. Ainsi, la Cour des comptes juge l'état des comptes pour définir une ligne économique nationale. Ces missions se subdivisent en 4 priorités, les voici. Donc, de bas en haut, assister le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'action du gouvernement, mais aussi dans l'évaluation des politiques publiques et dans la bonne exécution des lois et des finances. Certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'État. Tu es le maillon faible. Au revoir. Contrôler le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics. Non, c'est l'État qui paye. Et enfin, juger la régularité des comptes établis par les comptables publics. On va revenir sur cette notion dans tout le reste de la vidéo. Ainsi, l'ensemble institutionnel que l'on nomme Cour des comptes s'occupe de ce qu'on appelle les comptes publics. Donc, que sont les comptes publics? Le déficit public, la dette publique, le budget de l'État, les comptes de la sécurité sociale, comptes des collectivités locales, et ainsi que l'évaluation des comptes publics. En comptabilité nationale, n'oublions pas, dans le cadre de la dette selon Maastricht, puisqu'en France on a une comptabilité selon Maastricht, alors effectivement la dette publique, la soi-disant dette publique, s'appelle la dette au sens de Maastricht, en référence des accords de Maastricht, signés en 1992, qui ont changé la méthode comptable de la nation française. Mais vous allez le voir dans la partie suivante de cette vidéo. Mais regardons maintenant combien elle nous coûte cette Cour des comptes dans le cas des appels publics qu'elle passe sans que cela fasse trop de vagues. Vous allez juste les voir par vous-même, c'est assez ahurissant. Voilà, on va s'intéresser vraiment aux principales informations. Ensuite, on monte deuxième colonne tout en haut, on en est à mission d'assistance de la mise en œuvre des procédures d'audit par Grant Thornton qu'on connaît et dont on va parler maintenant. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi mes dernières vidéos, notamment sur le Sénat et l'Assemblée nationale, les vidéos dont je parle sont bien évidemment dans la totale de l'état dépenses. Bien entendu, tout est prévu. Qui est donc Grant Thornton? On va voir ça de suite. C'est la société Grant Thornton AG France qui a été fondée en Suisse en 1966. Non, la base de Grant Thornton elle est suisse, mais c'est pas le début de nos surprises. Début 2014, Grant Thornton Suisse a fusionné avec Revit Trust, alors leader sur le marché du Liechtenstein, lequel a pris en charge en parallèle la représentation du réseau international d'audit de Grant Thornton au Liechtenstein. Je vous laisserai lire la suite avec un arrêt sur image. Grant Thornton, c'est un réseau donc international puissant et intégré. Grant Thornton constitue aujourd'hui l'un des réseaux d'audit et conseil les plus puissants du marché, regroupant plus de 73 000 experts dans 145 pays et 750 bureaux à travers le monde. Tout ce qui est Europe, tout ce qui est Afrique aussi un petit peu, c'est 86 firmes membres, plus de 27 000 collaborateurs. Asie-Pacifique, donc on est là, 19 firmes et 24 000 collaborateurs. Et aux États-Unis, il y en a 44 et 20 000 collaborateurs. Ils nous disent en se vantant tranquillement que durant l'année 2023, ils ont fait 7,5 milliards de bénéfices. Et après, on fait les gorges chaudes du petit cabinet conseil McKinsey. McKinsey? Oui. Et on va donc voir les mentions légales du site. Donc là, déjà, on vient de voir 2 pays qui peuvent avoir accès aux informations, parce que je vous rappelle que les cabinets sont concurrentiels entre eux. La reproduction de supports électroniques, la parfaite petite entreprise pour la reproduction de données numérisées, dans le cadre de la Cour des comptes.
puisqu'ils sont commissaires aux comptes. Donc en plus de la Suisse, du Liechtenstein, c'est donc un grand trust financier anglais. Plus exactement, un grand trust, un consortium, un rassemblement de divers cabinets qui se font dans une maison mère à Londres. Voilà, ça soulève quand même pas mal de problèmes parce que comme tous les cabinets d'audit sont en concurrence les uns avec les autres, si un pays tiers du monde désirait avoir des copies de solvabilité ou des copies d'audit de nos finances, ils pourraient les avoir moyennant finance. Oui, les autres pays pourraient acheter nos données étatiques sur l'état de nos finances et savoir comment mieux investir avec l'argent dont on dispose en France. Le délit d'initié, ça vous parle? Oui. Ça laisse quand même place à un minimum de réflexion sur la qualité de la sécurité de nos informations économiques. Voilà, après on nous parle de paradis fiscaux. Justement, venons-en au fait. On ne pourra pas retracer ni les fuites, ni les acquisitions d'informations sur certains États, ce qui faciliterait quand même la prise d'intérêt dans le cadre de l'économie des pays. Donc, grande sorte, on avait 77 800 pour cette fois-ci la mise en œuvre de procédures d'audit de systèmes d'information dans le cadre de la certification des comptes de régime général de la sécurité sociale. Ensuite, nous avons 33 870 Alterm. Donc Alterm, moi elle m'a titillé, on va très vite voir pourquoi. La société Alterm, comme on peut le voir, c'est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Encore une fois, si on fait appel à des commissaires aux comptes privés, à quoi sert la Cour des comptes? Très exactement, à quoi sert l'administration française? C'est la question qu'on peut se poser à chaque fois. Non, c'est l'État qui paye. On notera qu'il y a 3 dirigeants, Henri Dollier-Mathieu, Brachet-Rémy et Fournier-Leray-Mathieu. Donc on va voir les dirigeants, on va voir Mathieu Henri Dollier. Lui c'est Alterm, la financière HO, Alterm Tech et Alterm Impact Africa. Donc ici c'est Alterm Impact de Altermes. Société a pour objet l'assistance à la production ainsi que la certification de données non financières. Grosso modo, c'est dans le cadre de la certification de la qualité des entreprises, ce qui concourt à leur cotation en bourse. Alors entre un commissaire aux comptes qui fait aussi de la certification d'entreprise elle-même cotée au CAC 40 qui rapporte des taxes à l'État, est-ce qu'il n'y a pas un engrenage à suspecter dedans? Sinon vous avez Alterm Impact Africa. Alors eux, c'est du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion dans les domaines du développement durable. Donc tout ce qui est écologie. Donc on est bien d'accord que quelqu'un qui est commissaire aux comptes connaît les besoins et les avantages des finances de l'État et peut donc en déduire les besoins et avantages industriels, ce qui n'aurait pas peut-être comme une facilité de correspondre à la demande en prévisionnel. Et la mission d'assistance mise en œuvre de procédures d'audit des systèmes d'information pour encore une fois Grande Sortonne. La prestation de veille et d'analyse de la presse écrite pour 356 000 balles par Cision. Et Cision, on va en parler. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé dans la vidéo d'un paradis fiscal. On y est. Cision. On est sur la page Papers de Cision. On voit qu'elle est située en France, dans la partie française à Seine-Saint-Denis. Que les dirigeants, c'est Stephen Boyes, Xavier Simon et Prasanth Gondipalli. Numéro TVA, ok. Donc voilà. Capital actuel en 2022, 51 719 130 €. Non, c'est l'État qui paye. Oui. Donc Cision, ce sont les dirigeants. Donc nous avons Stephen Boyes, Cision, ok. Bon. Prasanth Cision, bien, 51, c'est la même, bon, et Xavier Simon, ah oui, effectivement. Au passage, Stéphane est de nationalité britannique, Prasanth est de nationalité américaine, ça commence à faire beaucoup, et lui, il y a enfin un français dans le tas, super. Donc lui, il fait Cision SAS, oh, les petits dividendes, c'est pas bien monsieur, on le voit. Hein. LexisNexis Business Information Solutions, et la même Information Solutions Holding. On va voir ce que c'est LexisNexis. Donc avant tout ça, Cision, la société est constituée aux îles Caïmans. Je répète, Cision est une société constituée aux îles Caïmans. Oui, parfait, paradis fiscal, bien sûr. C'est la Cour des comptes qui traite avec ça. Son siège social est à Chicago, dans l'Illinois. Suisse, Liechtenstein, Angleterre, îles Caïmans et maintenant les États-Unis. Voilà tous ceux qui ont accès, d'un claquement de doigts, au compte de la France. Rien que ça, déjà, vous êtes en train de mettre des coups de tête dans votre ordinateur. On a encore LexisNexis.
LexisNIS Solutions est une filiale du groupe anglo-néerlandais, leader mondial de l'édition professionnelle. Ça veut dire que Cision se fournit chez LexisNexis, qui est leader mondial de l'édition professionnelle. Et c'est une filiale du groupe anglo-néerlandais Relx. Depuis 30 ans, Relx Group emploie plus de 10 000 personnes. Alors, quand on nous parle de la maison mère au lieu de la filiale, moi ça me pose quand même pas mal de questions. On va aller voir c'est qui Relx exactement. Parenthèse, juste pour recentrer là, parce que je sais qu'on part loin. On en est au point où Cision fournit une veille d'information de presse et de fourniture d'informations de presse à la Cour des comptes. Est-ce qu'ils sont intransigeants? Est-ce qu'ils leur fournissent tous les détails? C'est une question. Cependant, cette société a été fondée dans le paradis fiscal qui sont les îles Caïmans. Cision n'est donc un intermédiaire, puisqu'il se fournit en substance chez LexisNexis, qui lui est vraiment la maison mère de Cision. Et on va voir que LexisNexis est en fait une filiale de notre grand groupe. Donc la suite. Relx Group, ok. Alors, basé à Londres, d'accord. Fondée en 1980, cette société est née de la fusion de Reed International et la société d'édition scientifique néerlandaise Elsevier. Tiens, c'est pas des noms qu'on a retrouvés dans la liste des laboratoires, ça? Étant présente dans 40 pays, elle est cotée sur les marchés financiers d'Amsterdam, Londres et New York et fait partie de l'indice Euronext 100, qui est l'indice boursier des valeurs les plus capitalisées et les plus activement négociées sur Euronext. Bon. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Son chiffre d'affaires, c'est 8 553 millions. Marquez là, le CA. Je vous laisserai faire la conversion en euros. Ok. Bon, voilà ce que c'est exactement Cision. Non, parce que là, la sodomie a été magistrale. Quand je vous disais que l'information était en dehors, la denrée la plus importante, qui se fait payer par la Cour des comptes pour obtenir des informations, c'est pas comme si en France nous avions l'AFP, l'Agence France Presse, qui justement est un organe institutionnel, donc gratuit, ça fait partie de nos frais de fonctionnement, hein, grosso modo. Pourquoi recourir à un intermédiaire qui est du privé, travaille avec l'un des plus grands distributeurs bankable, LexisNexis, qui lui-même est une filiale d'encore plus gros, c'est-à-dire Relx? Il y aurait des questions, encore une fois, à se poser sur l'intérêt d'agir ainsi et pourquoi passer par ces sociétés. Sans parler de la multinationale Grant Thornton, anglaise, commissaire aux comptes, bien évidemment. La question c'est, n'avons-nous pas les compétences en France pour savoir faire des calculs en comptabilité? L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout. Il ne faut qu'entrouvrir ce coffre et dire un petit mot, combien? Non, c'est l'État qui paye. C'est la force qui gouverne le monde. Non, c'est l'État qui paye. Voilà la forme moderne de la force. L'empereur te montrera la vraie nature de la force. Non, c'est l'État qui paye. Oui, ferme ta gueule. Aujourd'hui, on va parler du Sénat. Oui, ferme ta gueule. Alors commençons par le commencement. Comment sont mis en place les sénateurs? Les sénateurs, que l'on connaît notamment par Monsieur Larcher, le président du Sénat, sont tout d'abord élus, non pas par des citoyens, mais par ce que l'on appelle des grands électeurs, qui sont peu ou prou au nombre de 120 000 en France, c'est-à-dire les conseillers municipaux, départementaux, régionaux, ainsi que quelques députés sénateurs. Ces quatre classes, ces quatre fonctions d'élus, sont eux-mêmes élus par les citoyens. Le vote, donc, des conseillers municipaux, départementaux, régionaux, forme le suffrage destiné à élire les sénateurs siégeant au Sénat. Le Sénat se compose donc de 348 sénateurs. Pour ça, on va d'abord voir l'établissement, un petit peu ses pouvoirs, et on va voir juste après quelle est sa nature très exactement. Donc, la composition du Sénat. Ouais, pour l'instant, ça explique un peu le contexte, mais vous allez voir, ça a toute son importance. La vidéo est super intéressante, donc regardez la suite. Je vous garantis, ça va vraiment pas vous déplaire. Tout d'abord, regardons les pouvoirs et la mise en place des actions du Sénat. Quels sont ses pouvoirs, quelles sont ses compétences, quelles sont ses capacités, et surtout, qu'est-ce que l'institution du Sénat représente réellement. Ce sont des grands électeurs qui en mettent d'autres en place, grosso modo. Donc, c'est une question de
territoire. Le Sénat représente la concurrence interrégionale, interdépartementale du pays. Ainsi, les représentants des collectivités territoriales, c'est-à-dire que la Constitution leur confère le rôle de représentation de ces régions, de ces départements. Ils sont aussi législateurs, ça veut dire qu'ils examinent, ils votent des lois au même titre que l'Assemblée nationale, puisque c'est la même chose quasiment, à quelques détails près. Ce pourquoi beaucoup se sont posé la question de savoir à quoi servait réellement le Sénat. On a déjà une Assemblée nationale, pourquoi en avoir deux? Bon, le Parlement, tout ça. Bien, alors on va commencer les appels d'offres publics du Sénat. Oh, nos amis de Ernst & Young Advisory, vous savez, la fameuse entreprise d'audit comptable anglaise. Ça alors, et elle nous vend une part de marché, enfin elle nous vend une offre de marché pour 86 640 €. La réalisation des audits actuariels triennaux des caisses de retraite du Sénat et calcul annuel des engagements comptables de l'ensemble des entités. Ok, merci de transférer ça donc à l'Angleterre. Le présent marché a pour objet la gestion d'un plan d'épargne entreprise pour le compte des sénateurs, constituant 348 très petites entreprises au bénéfice de leurs collaborateurs. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Natixis Interépargne 2 700 000. Là, on va faire une pause. Une grosse pause. Alors oui, ça vient à peine de commencer et on vient déjà d'apprendre que la fonction sénatoriale dans le cadre fiscal vient de basculer de fonction d'un représentant de l'État à micro-entreprise individuelle, dont les bénéficiaires sont les collaborateurs des sénateurs et les sénateurs eux-mêmes. Voilà, et ça c'est fait par Natixis. Enculé! Et on a payé 2 700 000 € pour que nos sénateurs deviennent des micro-entreprises infestant la démocratie parlementaire de notre État. Qu'on les aime pas, ça, c'est hyper pute. Et d'ailleurs, est-ce qu'on nous l'a dit? Est-ce qu'on nous en a parlé? Bien entendu que non, évidemment. Le principe d'introduire du privé dans de la fonction publique, c'est hyper pute. Quand je pense que Tom Venoy voulait un gouvernement d'entrepreneurs, eh bien c'est en train de se réaliser. On vend notre pays, démocratique, représentatif bien sûr, au privé. Sublime. On va donc creuser sur Natixis. Sur la page de Natixis Interépargne, vous avez le lien tout en haut ici. Donc on est sur Natixis Interépargne qui est la filiale de Natixis. Donc elle a un capital social de 8 890 784 €. Donc ici nous avons la liste des dirigeants. La caisse d'épargne, Cléris Damien, Egliso, Christophe, Dorcaisse Dominique, Mazars, Banque Populaire, caisse d'épargne, la BPCE, tiens donc. Ostrom Asset Management, faudra que je regarde ça. Bred Banque Populaire, Deloitte Associé, Natixis. Ensuite c'est les anciens dirigeants, vous pourrez aller le voir et le consulter par vous-même. Ensuite vous avez ici les comptes annuels de Natixis Interépargne. Vous pourrez les consulter librement, PDF, voilà. Ensuite, les documents juridiques de Natixis sont là. Bien, maintenant, dans quoi nos députés se sont-ils engagés pour 2 700 000 de nos euros? Là, c'est pas d'une équipe dont j'ai besoin pour démêler tout ça. Non, c'est carrément un groupe avec des missions précises et structurées. Je n'ai pas les moyens, qu'on soit clair. En attendant, Natixis International, c'est Natixis France, enfin Natixis Europe, France, et puis, etc. Vous avez compris. La Banque Populaire, ici la BPCE, ici la Caisse d'épargne, et ici, encore une fois, une autre forme de la Caisse d'épargne. Et tout ce groupement-là, en tant que 348 micro-entreprises gérées, donc, nos sénateurs sont désormais considérés comme 348 micro-entreprises gérées par Natixis et donc la BPCE, c'est-à-dire le deuxième groupement bancaire le plus important en France, et pas que. Revenons donc à nos moutons, avec donc, après cette escapade Natixis Interépargne, 1,2 million Sogecap, pour exactement le même produit, pour le compte des sénateurs constituant 348 très petites entreprises au bénéfice de leurs collaborateurs, parce qu'en plus, on a payé plusieurs fois le contrat, puisqu'il est récurrent d'année en année, pour des durées précises. Merci. Bon, c'était de l'épargne retraite.
Celui du dessus, c'était l'épargne d'entreprise. Ben, vous vous rendez bien compte que quand le capital fout la main sur la fonction publique, avoir un mandat de 6 ans et une retraite à vie, il y a de quoi capitaliser et faire du fric. Donc forcément que ça intéresse les grands groupes bancaires, bien évidemment. En attendant, les sénateurs sont des entreprises désormais. Voilà. Donc en plus d'avoir des avantages en tant que nouvelle petite micro-entreprise, ils ont des avantages en tant que futurs retraités pour 1,2 million. Non, c'est l'État qui paye. Vous allez voir, après tout le reste, vous avez envie de rire. On a bien vomi, là on s'est bien fait mettre. Ah, et on recommence avec les grosses dépenses. Donc le Sénat doit procéder au renouvellement de son accord cadre de services de télécommunication qui arrive à échéance en 2017. Le Sénat souhaite retenir à travers cette consultation un prestataire pour le renouvellement des téléphones des sénateurs. Vous savez, les députés c'était plus de 8 millions. Combien? Renouvelable à chaque mandature. Non, c'est l'État qui paye. Eh ben là, c'est 6 580 200. Ça fait 18 000 balles de téléphone. Nous, on en est un petit peu maintenant au stade où on considère que les Orcaniens Sont des salopes. C'est bien, c'est bien. Merci Orange, merci. Bouygues Orange, merci. Bande de cons. Le Sénat utilise 3 types de médailles. Donc on recommande encore 119 475 € de médailles. Salagnac Nicolas, il nous fait des médailles pour 14 000 balles. C'est le prix d'une bonne bagnole. Ou un peu ce que peuvent avoir les Français à la fin de l'année. C'est les montants, laissez tomber. Hein. Par votre salaire, vous les touchez pas. Oui, parce qu'en plus, on vous l'a pas dit, le Sénat, il a forcément besoin de médailles, de coupes et de décorations. C'est une fédération sportive. C'est pas pour rien qu'ils ont fermé la fistinière. Hein. Ils n'étaient pas assez concurrentiels. L'isolation renforcée des bureaux, c'est-à-dire 2 fenêtres, en tout il y en a 4 des fenêtres. C'est marqué 2 fenêtres pour A111, A113 et 2 fenêtres au bureau A116. 153 000 balles, 4 fenêtres. 150 000 €, 4 fenêtres. C'est vrai, ça protège les courants d'air, mais pas des fuites, surtout des fuites d'argent. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Voilà, alors Dubois-Sabir, merci beaucoup. Là aussi, on a 2 fenêtres situées au rez-de-chaussée et renforcées dans les bureaux pour 147 000 balles. C'est Giffard cette fois-ci. Pour 3 000 balles de moins, ils ont 2 fenêtres de moins, c'est-à-dire 50% de moins. Fallait rester sur le premier fournisseur, non? Je dis ça comme ça. Restaurant, conservation, objet d'art, donc c'est 29 691 pour le Palais du Luxembourg qui va énormément revenir. Hein. C'est les jardins du Sénat, le Palais du Luxembourg. Hein. C'est là où ils se font pousser la bouffe, les légumes, vous savez, par les mofs et compagnie. Oui, ferme ta gueule. C'est là. Donc il y a 30 000 balles hein, pour le jardin. Tout va bien, dormez braves gens. Hein. C'est avec vos sous, pas avec les leurs. Le remplacement de l'automate de régulation de production d'eau glacée situé au local. C'était tellement important d'avoir de l'eau glacée. Machine à glaçons de 104 000 balles. Est-ce qu'on n'aurait pas des vies de merde? J'étais en train de me dire la même chose. Enfin, 105 000 balles. Tout va bien? Donc là, le Sénat embauche KCIS d'un demi-million d'euros pour tenir des comptes. Et du coup, la Cour des comptes, non? Magnifique, on va voir ce que c'est KCIS. On est sur la société KCIS, celle-là même de l'appel d'offres du Sénat, donc c'est la prise de participation par souscription au capital du Sénat. Intéressant. Rachat d'actions ou de parts dans toute société ou entreprise. Et c'est tout à fait normal puisque, rappelons-le, sénateurs Sont des salopes. Oui. Sont 348 entreprises d'échelle micro-entreprise. Voilà. Vous ne pouvez pas le dire ça. Par voie de création de sociétés, groupement nouveau d'apport de rapports de commandité, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliances, d'associations, en participation ou en prise de dation ou en location ou location-gérance de tous les biens et droits. Désolé, c'est dur à dire, mais c'est écrit comme ça. Nous avons donc des dirigeants Forzis Mazars. Mazars, rappelons-le, c'était les 2 700 000 pour l'entreprise et les 1,2 million de la caisse de retraite des sénateurs constitués en micro-entreprise, on s'en souvient. Donc je vais vous le faire simplifier. Vous avez, à partir d'une certaine année, les sénateurs qui deviennent des micro-entreprises, 348, qui s'appuient donc sur le contexte banquier de Natixis BPCE, dont on vient d'apprendre là que Mazars qui met en place cette directive et prenant part au terme de chacune des micro-entreprises sénatoriales, donc des 348. Pour
leur mandature, mais aussi pour la durée de leur retraite. Non, c'est l'État qui paye. Renard Philippe, Roper Anne-Catherine, Duré Ève, Barjou Florence, Michalowski Jean-Pierre, Muscat Xavier, Rodriguez de Robles, Arienza Carlos, Dorrego da Carlosana, Bolavado Valeana, Dominguez Adame Bozzano Ignacio, Soler Ramos José, Boutiné Martine, Coudreau Frédéric, Florentin Joseph, Grivet Jérôme, PricewaterhouseCoopers Audit. Qui est donc le commissaire aux comptes titulaire pour cette offre? Eh bien voilà qui c'est. PricewaterhouseCoopers Audit, c'est tant en France qu'à l'étranger effectuer des travaux d'expertise comptable de commissariat aux comptes, de révision légale et contractuelle des comptes, assurer le contrôle et surveillance de toute comptabilité, analyser la rentabilité des entreprises, donner le conseil. Bon, Benoît Emmanuel, Tavernier Laurent, Guillaume François. Ok, mais on voit qu'ils ont un capital de, bah écoutez, 3 fois rien, 393 648 410 en 2023. Voilà, dirigeants, donc les dirigeants actuels, c'est qui? C'est Benoît Emmanuel, Tavernier Laurent Grillon, et Audit Conseil France International. Ça va intervenir dans beaucoup d'autres vidéos. Qui est Audit Conseil France International. Donc c'est Malik Soufian qui la dirige. Ok, on le sait, on va y revenir juste après. Vous avez évidemment tous les comptes de PricewaterhouseCoopers Audit. Et donc la petite nébuleuse 3 fois rien de PricewaterhouseCoopers Audit, BPCE Trade. Donc ensuite on continue sur PricewaterhouseCoopers. Vous avez-je dit précédemment que PricewaterhouseCoopers est en fait un énorme trust britannique. Oui. L'Angleterre a la même mise sur les audits, les comptes rendus de nos institutions, mais pas qu'elles. Ernst & Young, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Si vous pensiez que McKinsey était le seul, Oui. ou Vanguard, ou BlackRock, que c'était les 3 plus grands, détrompez-vous. Il y en a d'autres qui sont dans la gestion financière, l'audit et le commissariat aux comptes des institutions. Alors c'est bien, vous voyez, on nous balance, oui, ils vont gérer les retraites. Ça reste de l'argent. Ce qui vaut plus cher que de l'argent dans ce monde, l'information. Car c'est ce qui induit le privé à prendre le pas sur le public et à orienter les politiques des États. Vous pensiez que c'était à but financier? Ça va bien au-delà de ça. On va en parler de la TDF, vous inquiétez pas. On va en parler maintenant. Les diffusions de France, dont les dirigeants sont Mireille Benoît et Olivier Huard, va nous intéresser un peu plus tard. C'est une société dont le capital est de 166 951 512 €. Service de diffusion de transmission de l'ensemble de distribution, c'est de la télé. Descend un peu, on voit qu'en 2014, ils étaient à 653 millions et qu'en 2023, 865 millions 19 000. Ça rapporte la télé. Donc, qui en sont les présidents? Du moins les dirigeants. Donc, on a Olivier Huard, Mireille Benoît, il est délégué, on va voir le président. Le commissaire au compte, c'est Ernst & Young Audit, on en a déjà parlé. Auditex, on en parlera. Voilà. Donc on sait très bien qu'il y a déjà des Anglais dans le tas. Hein. Je tiens quand même à vous rappeler qu'on est toujours dans le cadre du Sénat. On n'a pas changé. Ça va loin. Hein. La nébuleuse TDF, elle est là. Emetel, Olivier Huard, Tivana France, SCI Phébus, TDF Infrastructure, Team Acquisition, Henri Huard, toute la famille Huard évidemment. C'est toujours en famille, hein, c'est de l'entre-soi. Voilà, mais il y a un petit truc là qui me manquait de moi. On va aller voir Olivier Huard. Alors, monsieur Olivier Huard, il est le président de la TDF. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Vous allez voir que s'il contrôle les fournisseurs pour la télécommunication du Sénat sur les réseaux publics, c'est pas que ça. C'est pas que ça, Olivier Huard, c'est aussi ça. Donc, monsieur Olivier Huard, depuis 2020... alors que l'appel d'offres du Sénat date de 2022. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et donc, également, le président du conseil d'administration, c'est-à-dire celui qui tient le fric, de l'Institut Mines Télécom. Or, qu'est-ce que c'est l'Institut Mines Télécom? C'est un établissement public rattaché au ministère de l'économie et des finances, voué à l'enseignement supérieur et à la recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique au service de l'industrie. Quand je vous disais que le Sénat, c'était l'EHPAD du MEDEF... Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein.
Voilà. Et c'est un membre, au cas où, de World Wide Web Consortium, qui est donc le W3C, c'est un organisme de standardisation à but non lucratif. Si par organisme à but non lucratif, vous entendez la petite association 1901 montée avec 3 imbéciles et 2 ânes, vous faites erreur. Fondé en 1994, chargé de promouvoir la compatibilité des technologies 3W telles que HTML5, HTML, etc. Donc c'est marrant parce que du coup, Monsieur Huard cumule les postes de président de TDF et de l'IMT, nommé par Macron en 2020. Donc ça permet à Macron d'avoir un droit de regard, voire correctif, via le ministère des Finances et de l'Industrie, sur les communications du Sénat. Comme c'est fait avec Yael Judith Braun-Pivet, qui est aussi directrice de la chaîne LCP à Assemblée nationale. C'est dans la suite. Présente consultation a pour objet la rédaction de compte rendu de réunions organisées par les directions du Sénat. Dire les comptes rendus extrêmement importants. 450 000 euros de l'écriture de compte rendu que le Sénat devrait faire lui-même par Ubicus. Bon, Ubicus sur Papers. Les dirigeants sont Grégoire Lebido et Aco Group. Ça va nous intéresser un peu plus tard. Donc on voit que côté financier, les finances de Ubicus, c'est du 26 millions à du 25 millions. On va au passage voir un petit peu qui c'est. Donc ça c'est Ubicus, Aco Group, Ubicus Badge, Acoman, Aco Group, Textmaster, Technicis Finance et Ubicus. Rappelons-nous, c'est Aco Group. On va aller fouiller chez Aco Group. Alors Aco Group, donc c'est Schalter Bertrand. Donc Aco Group, en fait, ça a été créé en 1977. C'est-à-dire la filiale Aco France, c'est la filiale du groupe allemand Aco, leader international incontesté dans le domaine du drainage de surface des eaux, implanté dans l'Eure, à Notre-Dame-de-Lille, etc. Alors ils offrent des solutions durables et innovantes dans la gestion optimale des eaux. Ça prête quand même le flanc, puisqu'en fait, au terme de leur propre entreprise, ils ont donc une mainmise sur une énorme part des ressources aquatiques françaises, notamment via les nappes phréatiques, mais en plus ils interfèrent via le biais des filiales qu'ils détiennent dans les comptes rendus sénatoriaux. Un groupe allemand au Sénat, du lobbyisme allemand au Sénat. Bon, ça dérange que moi. Le must-have de ce 4e et dernier carton, 387 200 euros de location de poneys scellés et de voitures pour les jardins du Luxembourg au bénéfice d'Anima Poney. Voilà, Gérard Larcher sur des poneys. Je vous laisse avec cette image. Moi, je vais aller me pendre parce que je ne peux plus vivre après une image pareille. Vous vous rendez compte des efforts que je fais pour vous? Et je vais pas terminer le carton. En fait, je vous laisse avec cette image de Gérard Larcher nu sur des poneys. Démerdez-vous. C'est ma vengeance perso. Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. En parlant de lui défoncer sa race, on passe à l'Assemblée nationale. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Non, c'est l'État qui paye. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Le pire dans tout ça, c'est qu'il le disait déjà en 1961 dans le film Le Président, dans lequel joue Jean Gabin. C'est pas une nouveauté. Nous sommes bien peu curieux de comment sont gérées les finances de notre État. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djelitzer ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un Rouennais. Je vous demande pardon. À l'énoncé de tous ces titres, je réalise la folie de mon entreprise. Un instant d'optimisme. Je partirai au moins avec l'estime de mes adversaires. Aujourd'hui, on va vraiment taper dans l'Assemblée nationale parce que je crois qu'il y a des choses que vous n'êtes pas au courant qui se passent. Oui, la formulation est comme ça et puis ce ne sera pas autrement. On va s'y atteler.
Vous êtes prêts? Allez, go. Donc, comme nous le savons tous, l'Assemblée nationale, en fait, c'est le quorum maximum de 577 députés représentant les partis politiques qui ont tous une petite tambouille spécifique à vendre en fonction de nos sensibilités. On ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas parler des sièges, bref. L'Assemblée nationale, elle, c'est un ensemble. Voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. Cette Assemblée nationale est composée donc de députés et est présidée par un président ou une présidente d'Assemblée. Actuellement, c'est Madame Yaël Judith Braun-Pivet qui préside l'Assemblée nationale. Mais en creusant un peu, Madame Yaël Judith Braun-Pivet, on s'aperçoit d'un petit truc, en fait, qui, personnellement, moi, me titille un peu. Voici. Oui, Madame Yaël Judith Braun-Pivet est aussi dirigeante de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. De poids, de mesure, je n'irai pas à dire des choses, hein. Je dis juste que elle n'a pas un travail de parlementaire, du moins de présidente d'assemblée de parlementaire, cette dame, qu'elle est aussi directrice de la chaîne LCP Assemblée nationale. Qu'en est-il du contrôle des médias? Est-ce que à l'Assemblée nationale, par exemple, c'est un bon endroit pour commencer à faire des économies dans le fonctionnement, dans le nombre de députés? Je ne crois pas qu'il faut aborder la question du nombre de parlementaires par le biais des économies qu'on pourrait faire à l'Assemblée nationale. Franchement, ce n'est pas ça qui grève aujourd'hui les finances publiques. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. En revanche, évidemment que l'Assemblée nationale doit être exemplaire. Non, mais il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, pas de gaspillage à l'Assemblée nationale. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Je suis que le maillot véhiculatoire de la pensée Richelieu. Hein. Moi, la question que je voudrais poser, c'est l'ensemble des députés, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ça coûte combien? Et oui, parce que l'Assemblée nationale, elle a des frais, elle a des achats. Alors, quand ils se mettent tous d'accord, ces 577 députés, pour dépenser notre bon argent, Tout ça, c'est pour le roi. que nous avons chié à gagner, j'aimerais bien savoir en quoi et où il passe, en fait. C'est ça qu'on va voir. Sur la page Papers de l'Assemblée nationale, donc vous allez descendre, vous allez... juste un truc en passant, si vous voulez le détail des appels d'offres de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil d'État, de la Cour des comptes et tout ça, vous les avez sur 4 vidéos différentes sur ma chaîne YouTube. Vous avez tous les tableaux, toutes les sommes, tous les montants, enfin tous les bénéficiaires des appels d'offres, etc., etc. Donc voilà, allez voir les vidéos. Continue tout en haut, deuxième colonne, la consultation a pour objet l'assurance des frais de santé au titre d'un régime complémentaire au profit des collaborateurs des députés. Donc nos chers amis députés nous coûtent en assurance 4 608 750 par la société Alan. Aïe, ça fait mal au cul quand même, hein. 4 millions, alors qu'ils ont les mêmes droits que nous. Hop, on n'a pas vu passer un truc. Quelle heure la bibliothèque là? On n'a pas regardé les groupes qui composaient, les artisans qui travaillent. C'est marrant, mais quand on regarde la société Amica, il y a peut-être quelque chose à creuser par là. Vous allez voir. Tiens, quand j'ai regardé la fiche de la société Amica, je me suis aperçu qu'il y avait 2 dirigeants essentiellement, dont un qui est un groupe d'entreprise. Ça pose pas de problème, mais le groupe SNEF, ça me parle. Alors je suis allé creuser. Dans le groupe SNEF, en fait, est une holding qui s'occupe de la gestion de sièges sociaux, dont l'un des dirigeants est en fait Antoine Cahuzac. Oui, le frère de Jérôme Cahuzac. Ça n'est que devant la justice, hélas. Here I come. Oh, here I come. Oh. Que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. La République, c'est moi! Antoine Cahuzac qui donc a été inquiété dans cette affaire-ci. Cette famille l'escroquerie ou quoi? Selon des révélations du site Mediapart, Jérôme Cahuzac aurait protégé son frère Antoine Cahuzac, l'un des dirigeants de la banque HSBC en 2010.
Il aurait été impliqué dans une affaire d'activités illicites tout simplement ignorée par son frère. Donc ça, c'est antérieur à l'appel d'offres. Donc ils sont parfaitement au courant que le mec, il a escroqué au titre de la banque HSBC. À cette époque, était Antoine Cahuzac, frère de l'ancien ministre, lui-même impliqué dans une affaire de fraude fiscale dont tout le monde se rappelle. Bien entendu, les yeux dans les yeux, cela va sans dire. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Oh merde! Oh, c'est con ça! Elle parlait de quoi, la blonde? L'exemplarité? En revanche, évidemment que l'Assemblée nationale doit être exemplaire, exemplaire, exemplaire. C'est hilarant. Mais reprenons notre lecture. L'accord cadre pour la fourniture, la livraison, de l'entretien de matériel de musculation. À l'Assemblée nationale, la musculation, 92 000 € de musculation pour l'Assemblée nationale. Vous avez vu, le marché a pour objet la réservation de berceaux en crèche à l'Assemblée nationale. Dans les crèches situées à une distance maximale de 25 minutes de marche à pied ou 2 km de marche à pied de l'Assemblée nationale. Oui, alors l'Assemblée nationale, pour 714 000 €, a réservé des places en crèche auprès de People and Baby, qui est actuellement dans la tourmente de la maltraitance infantile. Donc vous allez voir, c'est très très intéressant. Donc l'Assemblée nationale prive la population de places en crèche, clairement, puisqu'elle réserve les places pour bébés, pour les députés, pour les personnels travaillant au niveau de l'Assemblée nationale, à nos frais. Voilà, pour 714 000 €. Sauf que l'entreprise People and Baby, elle est dirigée par le groupe People and Baby. Mais le groupe People and Baby, il est dirigé par le groupe Rich Consulting. Mais Rich Consulting, en fait, il est piloté par Monsieur Philippe Tapier. C'est une SASU. Il est donc unique décideur. People and Baby se font un fric monstre. D'ailleurs, on va y revenir un peu parce que ça me titille. Et ce qu'il faut, c'est maintenant assumer de regarder les yeux dans les yeux. Ça... Les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux, ce qui se passe notamment dans ces établissements et dans ces crèches. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a d'abord enfin une charte d'accueil qui a été mise en place, parce qu'à la fin, non mais... Cherchez pas, elle n'a pas répondu à la question. C'est pas la solution de garde coûte que coûte. Je sais, je digresse, mais je veux vous amener à comprendre un propos tenu par l'exécutif, supporté par le législatif. C'est très important. On est toujours dans le cadre de l'Assemblée nationale, ne vous inquiétez pas, on n'est pas sorti du sujet. Aurore Berger, quand même, on découvre pas le problème. Pour reprendre ce que disait Sonia sur l'incantation, vous aviez eu un rapport de l'inspection des affaires sociales en avril. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Qui déjà pointait de façon extraordinairement sévère tous ces problèmes dans les crèches. Moi, je suis aujourd'hui ministre Solidarité des Familles. Moi, je vous dis ce que je fais tout de suite. Que les éoliennes qui pompent directement de l'eau sont parfois dénommées pompes à vent. Aujourd'hui, on n'avait pas dans la loi la possibilité d'aller au siège de ces grandes entreprises, de ces grands groupes. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Injonction du juge, bonjour, police et gendarmerie nationale, vous nous ouvrez, voici la députée, voici le député, vérification, audit des comptes. Mais oui, ici, c'est la France, c'est pas un dépotoir, vos comptes. Allez, ça dégage, tu prends tes larmes, tu rentres chez ta mère. Pour savoir ce qui se passait. En gros, ouvrez vos livres de comptes à l'Inspection générale des finances, à l'Inspection générale des affaires sociales, quel que soit le modèle évidemment économique des différentes crèches qui peuvent exister. Et on a aujourd'hui 20% des crèches qui sont des crèches privées, 80% qui sont sur un autre modèle, qui soit public ou associatif. Je vais vous le dire autrement. Donc là, Aurore Berger, ministre du Social, des Familles et tout ça, peu importe l'intitulé qui change tous les 5 ans d'ailleurs, on s'en fout, nous dit on savait pas. On savait pas quoi, en fait, qu'il y avait de la maltraitance, ça m'étonnerait. Elle ne peut pas dire on ne savait pas, sachant que nos institutions, ça fera encore l'objet d'une prochaine vidéo, sont parfaitement au courant qu'elles louent et qu'elles achètent et qu'elles réservent des places en crèche, privée, publique, peu importe, au détriment de la population, à ces fameux grands groupes qui sont mis en cause aujourd'hui. Donc, elle ment. Parenthèse, excusez-moi juste, je sais que la vidéo elle a un rythme un peu bizarre, mais malheureusement j'y suis contraint par les découvertes qu'on fait. Je vous rappelle qu'on en est à la 2e colonne du premier feuillet sur 5
et que déjà, la présidente de l'Assemblée nationale est partie prenante de la communication de l'Assemblée nationale au terme de LCP Assemblée nationale. Donc elle est payée aussi pour ça, hein. En plus elle fait pas ça gratuitement. Deuxièmement, l'Assemblée nationale trempe dans des magouilles avec les frères Cahuzac, notamment Antoine, qui a été lui-même inquiété dans l'affaire de la banque HSBC pour des détournements et des fraudes. Or ça s'est produit il y a des années et il continue encore. Et maintenant, on a le scandale Les Crèches qui tourne depuis quelque temps, Aurore Berger qui noie le poisson et qui nous dit « Je savais pas, on peut pas y aller comme ça ». Quand il s'agit de venir à 5h du match et des pauvres connards comme vous et moi pour regarder s'il n'y a pas un flingue, de la drogue, ceci ou cela, c'est bizarre, mais là, ils arrivent à rentrer de force et à prendre les documents, prendre les PC, prendre ceci. Alors, non, qu'on arrête de me dire des conneries, qu'on arrête de nous enfumer, parce que là, c'est pas entendable. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Quand elle me dit « on savait pas » alors que l'affaire déboule depuis quelques mois et que l'appel d'offres de l'Assemblée nationale, ne serait-ce que ça, prouve que antérieurement, il a été fait le 23 juillet 2023, c'est-à-dire plus d'un an en arrière, nos institutions savent très bien qu'elles réservent et elles achètent des places en crèche. Alors, pas de mensonge, s'il vous plaît, on en a bien assez comme ça. Bien, nous en sommes donc à la 3e colonne, après la gymnastique des députés pour 92 000 balles, les fameuses places en crèche de l'Assemblée nationale pour 714 000 € sur nos frais, sur nos sous, notre argent. Nous avons la société Ubius qui prend 648 871 € pour, je cite, la consultation, la fourniture de prestations de compte rendu écrit des réunions organisées par les services législatifs de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en fait, ils payent une entreprise pour rédiger, je cite, des comptes rendus de réunions de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale paye une entreprise pour rédiger des comptes rendus de l'Assemblée nationale. Vous avez déjà vu ça tout à l'heure avec le Sénat, c'est exactement la même magouille, c'est comme ça que nos institutions font fuiter leurs informations. Après, quand ça se fait révéler par des journalistes, ah ben on n'a pas fait attention. Ils le savent très bien ce qu'ils font. Pour 648 871 €, plus d'un demi-million d'euros, bon... C'est pas une faute, hein. À chaque fois il y a un truc. Hein. Bon, ensuite, le présent accord cadre a pour objet l'accompagnement, la valorisation des dispositifs d'efficacité énergétique réalisés sur le patrimoine immobilier. Pour 1 € à Loris, ENR, SAS. Ah, rappelez-vous du modèle de financement des SAS. Aïe, 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 on s'en rappelle, c'est de la merde. Bon, ben Loris, c'est quoi? Eh ben, on y va. Bon, Loris, apparemment, c'est une société qui a conclu un accord financier pour quelque chose avec l'Assemblée nationale pour le montant de 1 €. Non, ça ne vaut pas 1 €. En fait, lorsqu'ils mettent 1 €, ça veut dire que le montant est secret. Voilà, il peut être ferme ou négociable, mais il est secret. Pour de l'argent public, mais rigole, je vous laisse bien entendu seul juge des autres montants aberrants, parce qu'on n'a pas la nature des travaux non plus, on ne sait pas ce qu'ils ont foutu. En tout cas, on sait qu'une SAS, ça se rémunère par dividende non imposable. Voilà. Mais je dis ça, je dis rien, hein, moi. Et c'est que le putain de premier feuillet, bordel. Allez, courage. Et estimons-nous heureux parce que le 31 mai 2024, l'Union européenne a décidé de fermer les registres publics de dénomination des bénéficiaires de tous les accords cadres, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut avoir des accréditations pour consulter publiquement qui est le bénéficiaire d'un appel d'offres public. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la définition du mot public dans le cadre des institutions françaises? Le terme public peut-être dans la phrase argent public. Non, vraiment, là, l'Union européenne, tous les députés se sont mis d'accord pour détruire ça, c'est-à-dire la possibilité de consultation des informations. Heureusement, j'avais fait les vidéos bien avant le mois de mai 2024. Parce qu'on va arriver vers la fin et on commence à taper dans le gros. Voilà. Je parle pas de moi quand je dis on tape dans le gros, personne me tape. S'il vous plaît, un peu de respect pour les vieilles personnes. Donc, prestation de téléphonie pour les députés de la 16e législature. 8 312 270 € par Bouygues Télécom, ce qui ramené à l'échelle de 577 députés, ça fait 14 400 € le téléphone. J'ai pas les mots.
pour nos députés, c'est 8 312 260... 8 millions de putains d'euros. 8 millions pour du téléphone. Niquez ta mère, putain, j'en peux plus de... Oh là là. Alors, allez, je passe parce que... 8 millions, je l'ai en travers, j'en peux plus. La présente consultation concerne le lot remplacement des strapontins et des accoudoirs. 200 000 balles, hein, grosso modo. Les strapontins et les accoudoirs, 200 000 balles. Alors, opération immobilière, réparation de l'hôtel de Lacé, 855 000, plus 695 000, plus 1 230 000, plus 997 000, plus 565 000, plus 484 000, plus 238 000... Vous calculerez, je veux même pas ça aussi, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Mettez-moi le total, mettez-moi les opérations en commentaire, je veux ça. Dites-le, partagez, voilà s'il vous plaît. Bon, alors oui, en plus de tout le reste, il y a quand même plus de 3 849 000 euros. S'il y a 10 euros de plus, je veux bien les payer les 10 euros. Hein. Non, je déconne, ils les prennent déjà, c'est comme ça. Pour des PC, des ordinateurs. C'est des quoi? C'est des DDR5 cadencés à je sais pas combien. Et en fait, comme vous voyez, c'est le même montant, c'est le même appel d'offres, il y est 2 fois, mais c'est pas les mêmes entreprises. Il y en a un, c'est InMac W Store, et l'autre, c'est Compagnie Française d'Informatique. Les deux pour pour un montant de, j'en peux plus, 7,6 millions d'ordinateurs. Page 5, vite, j'en ai besoin. C'est pressé là. Mais spoiler, ça va pas être mieux. Respirez madame. 8 millions de téléphones et plus, 7,6 millions d'ordinateurs. Bon, pour du traitement de texte, n'importe quel débile est capable de comprendre que déjà avec 1000 euros, un PC dédié à du traitement de texte, c'est déjà super bien. C'est amplement suffisant, tu peux même jouer un peu. Moi j'ai fait le calcul, à 1000 balles, ça fait 577 000 euros. Voilà, au lieu de 7,6 millions. Vous voyez, des calculs simples comme ça, bon, après... En revanche, évidemment que l'Assemblée nationale doit être exemplaire. C'est l'or. Il est l'or. Voilà, on va partir sur la partie 5, c'est la dernière. Hein. Après, il y a encore des appels d'offres, mais ça ne fait plus sens parce que c'est trop vieux, comme je vous le disais. Une fois que cette partie sera faite, vous serez un petit peu mal, mais encore un petit peu plus, parce que le cringe de l'Assemblée nationale, quoi, voyez-vous. Mais on fera la conclusion. Allez, c'est parti. Bon... Transport des membres de la délégation française à l'Assemblée du Parlement du Conseil de l'Europe. Dois-je rappeler que tous les députés, les sénateurs, les membres de l'État ont soit des transports gratuits, soit des avantages extraordinaires de transport. Nous n'envisageons même pas d'avoir la moitié de ce qu'ils ont. Pour faire 500 bornes, bon, les quelques députés qui sont allés au Conseil de l'Europe nous ont coûté 120 000 euros. C'est pas un peu du gaspillage? Non, mais bien sûr que non. Enfin, c'est pauvre petite personne, députée, tout ça. Alors, l'installation de l'intégration, la garantie et les évolutions des équipements de production informatique de l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qu'on appelle une base de données, par exemple MySQL et compagnie. Une base de données, alors apparemment, ça nous coûte 3 610 170 euros. 3 millions 6. Une base de données. Là maintenant, c'est l'évolution de la chaîne intégrée de diffusion vidéo des débats de l'Assemblée nationale. Oui, LCP, Assemblée nationale, mais son évolution, soi-disant, ça nous coûte 1 478 730 euros. 1,4 million. La mise à disposition d'une base de données de presse permettant d'accéder à une très large sélection de sources de presse. On a déjà vu ça tout à l'heure dans la partie précédente, le Sénat, Relx, Lexis, tout ça. Vous vous rappelez? C'est la même. Française et internationale, ainsi qu'à des sources d'informations biographiques pour l'Assemblée nationale. Alors, c'est pas comme si on avait la Bibliothèque nationale de France, Gallica, la BNF. C'est pas comme si on avait l'AFP,
qui est la centralisation du journalisme en France. Bref, cette connerie qui normalement est gratuite et consultable sur internet nous coûte 288 000 €. C'est la société Cision. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Pour vous la faire courte, Cision aussi empuantit l'Assemblée nationale, bien entendu. Ensuite, l'objet, c'est l'impression des documents... Ah, oui. Alors, l'Assemblée nationale, elle pèle quelqu'un pour... pour imprimer les documents de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les discussions, les décrets, les accords, tout ça, ça nous coûte 779 204 €. Hein, le fait que l'Assemblée nationale paye une entreprise pour imprimer son propre travail. C'est maintenant qu'on commence à casquer pour ce petit hôtel particulier au bénéfice de nos députés. Voilà, c'est une garçonnière, quoi, mais version gros bourge, vous voyez. Juste une question en passant. Ça vous dérangerait d'apprendre que la France dépense des millions et des millions et des millions d'euros pour l'hôtel de Broglie, qui est en fait la résidence privée de Mohamed VI. L'hôtel de Broglie, donc, il nous coûte 2 648 000, plus 3 255 000, plus 338 333, plus 933 000 €, plus, ah la vache, 6 340 000. Oh non, je me suis trompé. Oh, c'est juste pour passer le balai, la serpillière et l'aspirateur, ça, dans les appartements de l'Assemblée nationale. 6 340 000. L'aspirateur à 6 millions, ça vous parle? Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. On passe à la suivante. Le marché a pour objet la prestation de nettoyage régulier de l'Assemblée nationale. Une deuxième fois, 866 000. 8, 9, 10, 11, 7 millions 2, le nettoyage des locaux de l'Assemblée. 7 millions 2, voilà. Ensuite, terrassement fondation, hôtel Broglie, 4 millions 2. Rénovation des bâtiments composant l'ensemble immobilier de Broglie, 25 000. Voilà, ça c'est les prestations d'assurance. Enfin, on continue. La désinfection d'installation des équipements aéroliques des immeubles de l'Assemblée nationale pour 932 184 €. Avant de vous parler du dernier, je voudrais vous parler d'un truc. L'accord cadre sur les équipements aéroliques. Qu'est-ce que c'est des équipements aéroliques ? Ce sont des équipements que l'on fixe dans les pièces d'habitation de manière à filtrer l'air et en obtenir une meilleure qualité pour des particules, des fumées, des bactéries ou des virus, par exemple. Ça assainit l'air. Octobre 2020, en pleine crise Covid, ça vous parle, l'assainissement des salles de classe par des fournitures. L'État va vous fournir des objets qui vont assainir l'air des classes des enfants. Oui, puis finalement, ils ont passé l'hiver intégralement avec les fenêtres ouvertes à se peler les couilles. Les pauvres gamins. Par contre, l'Assemblée nationale, elle, ne s'est pas privée de nous coller presque 1 million d'équipements aéroliques. Vous comprenez, les petits poumons de nos députés sont tellement plus importants que les poumons dégueulasses et merdiques de nos enfants que nous avons chié sur le coin d'un trottoir entre un bœuf et une porcherie, hein, voyons-nous les pauvres cons. Donc je n'ai jamais vu d'équipement aérolique dans les classes. Mais à l'Assemblée nationale, ils sont intégralement équipés. Et la preuve en est que l'appel d'offres suivant, c'était le 27 décembre 2019, c'est la conduite et exploitation des installations et équipements de génie climatique, accord cadre 2019 AN09. Voilà. En revanche, évidemment que l'Assemblée nationale doit être exemplaire. Les connasses, des femmes qu'on reconnaît. Déjà que la fonction même de l'Assemblée nationale nous coûte presque 1 milliard par an, presque. À ceci, il faut rajouter les appels d'offres que l'Assemblée nationale passe auprès d'entreprises privées, bien souvent tenues par le copinage, notamment l'affaire Cahuzac, mais c'est pas les seuls, hein, je vous rassure. Bon, on va essayer de prendre un antidépresseur et de... Voilà, parce qu'on embraye sur le Conseil d'État. Vous êtes prêts ? On y va. Voyons combien elle nous coûte. Nous avons Reactis Service qui nous fournit donc le Conseil d'État et des juridictions administratives par un lot des applications back-office en technologie client-serveur. 1 196 110 € du back-office
Ensuite, nous avons tierce maintenance applicative des applications de gestion des contentieux administratifs, on l'a vu dans la description, du Conseil d'État, des juridictions administratives et du CNDA. Application back-office en technologie client-serveur, lot de 2 TMA. 1,22 930 € par Key Consulting. Alors, Key Consulting, c'est bizarre, mais on va devoir en parler 2 minutes quand même. Donc, Key Consulting, son dirigeant est une entreprise ou un groupe qui s'appelle Consilium. Pourquoi est-ce qu'un groupe unique ou une entreprise unique serait l'unique fondatrice et dirigeante d'une autre entreprise? 2 cadres. Soit c'est une filiale, soit c'est une société écran. Or, quand c'est une filiale, on nomme un directeur de cette filiale, voire un partenaire ou un associé. Ce n'est pas inéquitable et bien au contraire, c'est bien de le faire figurer. Donc, la question c'est qui est Consilium? Donc, je vais voir sur l'annuaire des entreprises, c'est-à-dire annuaire-entreprise.data.gouv.fr. Je vois que la dénomination est correcte. Sirène, ça m'a l'air correct. Mais Eori, pardon, excusez-moi. Ok, activité NAF, c'est bon, code NAF, on l'a, l'adresse, on l'a, nature juridique, une SAS, tiens, donc on sait comment ça se rémunère. Oui. Tranche effective de salariés de la structure, on n'a apparemment pas de salariés. Oh, comme c'est bizarre. Et taille de la structure, on ne sait pas. Ah. Ok, bon, on va creuser. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc voilà, je suis allé regarder sur l'immatriculation au RNE, il n'y a pas de date d'immatriculation. Et c'est la farandole du claqué au sol. Le début d'activité n'est pas renseigné. La nature de l'entreprise est commerciale. Je rappelle qu'on parle là d'une entreprise commerciale qui travaille dans le cadre d'appels d'offres publics avec le Conseil d'État. Entreprise dont on ne sait pas le nombre d'employés. On ne connaît pas son champ d'activité. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a été créée. On sait qu'elle a une adresse. Pour le reste, c'est va te faire foutre en fait. Pour le Conseil d'État, je rappelle. Conseil d'État qui est la plus haute autorité judiciaire dans le cadre administratif. Ça, c'est pour le sanglier. Et ça, pour l'éléphant. C'est une SAS. La mise de départ est de 1 000 €. La clôture de l'exercice comptable, on ne sait pas. La durée administrative maximale de 99 ans est invoquée. Et les dirigeants, il faut consulter la liste des dirigeants ou demander un extrait de cabis si on est une personne certifiée pour le demander. Bon, point suivant. Donc on sait qu'elle est sise au 31 Louis Morard 75 014 Paris. On a son numéro SIRET, donc c'est bon. La clinique, évidemment, on l'a. NAF, c'est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Ok. Nature juridique, c'est une SAS, donc normalement ils sont plusieurs. Si les personnes doivent être seules, c'est une SASU. C'est pas tout à fait la même chose. Et on sait que c'est une unité non employeuse, donc il n'y a pas de salariés. Ça m'intrigue, ça. Il n'y a pas de convention collective pour les salariés non plus. Donc on va les creuser davantage. Donc on va un peu plus loin, toujours sur annuaire entreprise.data.gouv.fr. Elle a été créée le 1er juin 2023, il y a un an, donc on a enfin la date. C'est une SAS, donc c'est un bureau de plusieurs personnes. Il y a un dirigeant inscrit au registre national des entreprises et une liste des bénéficiaires effectifs. Donc on devra avoir les deux. Cette entreprise possède un dirigeant enregistré au RNE, voilà, c'est de David Glold Morgenthaler. Né en 1981. Soit on va aller chercher, récupérer les statuts constitutifs de Consilium SAS au capital de 1 000 €, 31 rue Louis Morard, dans le 14e à Paris. Donc c'est une SAS. On va voir quel est le bureau et tout ça. Alors déjà, il y a un truc qui me choque, c'est que certifié conforme à l'original par Morgenthaler.
mais c'est le fondateur Morgenthaler. Donc en fait, on peut pas certifier soi-même un document. C'est toujours une entité administrative qui le fait. Moi, ça me pose déjà problème qu'il s'auto-certifie quelque chose. Mais enfin bon, le bénéfice du doute. Hein. Il est formé par les associés. Ah, donc c'est plusieurs personnes qui forment la structure. Sous-signé propriétaire des actions. Si après créer une société par action simplifiée, régie par les dispositions légales et réglementaires applicables par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Ah non, pas du tout. Si c'est c'est une SASU, SASU, unilatérale pour U, donc une seule personne, il n'y en aura pas d'autres, ou plusieurs associés, c'est une SAS. C'est pas pareil dans le cadre de la gestion administrative. Dans le cas où la société comporte plusieurs associés, d'accord, il fait un peu ce qu'il veut. En fait, c'est une 1900 et qui veut faire pas une entreprise à ce niveau-là. Et encore, non. L'association, c'est 2 minimum. Obligatoirement. Elle ne peut procéder à une offre publique sous sa forme actuelle de société, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs. Ouh, ça commence très mal les statuts. La société aura pour objet, donc elle a pour objet l'activité d'apporteur d'affaires, apporter des affaires au Conseil d'État, d'intermédiaire et de gestion, de conseil des affaires, la mise en relation entre les clients, c'est que le conseil pour l'optimisation et d'une manière plus générale toute opération financière, mobilière et immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation. Ces activités pouvant être exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements d'apport, de prise en location et en gérance. Bon, ok, ils fondent des sociétés écrans, d'accord. Et l'Oscar de la société écran pilotée par une seule personne pour une seule personne, avec une seule personne qui se redistribue les droits, les avantages, les dividendes et les bénéfices est attribué à Monsieur David Claude Morgenthaler. Merci. Donc voilà comment en fiscalité on monte une société écran dont on est le seul bénéficiaire, le seul dirigeant qui chapeaute tout avec une mise de fonds de 1 000 €. On peut arriver à fonder une société écran de manière à ne pas avoir d'impôt sur le revenu et de cotisations salariales et sociales à payer à l'État tout en s'enrichissant sur une société qui n'emploie personne, puisque tel est le cas. Revenons à notre propos. Donc nous en étions à Key Consulting, qui est en fait une filiale de Consilium. Key Consulting qui a touché 1 022 930 €. Donc c'est là le fond du propos en fait. Pour vous la faire courte, le Conseil d'État a payé plus d'1 million d'euros à Key Consulting qui est fondé par Consilium. Consilium qui n'existe juste nulle part. C'est-à-dire le mec a investi 1 000 € pour faire une société écran, pour récupérer 1 million d'euros de la part du Conseil d'État, par le biais d'une entreprise tierce qu'il a fondée par Consilium. 1000 pour 1 million. Ok. Où passe l'argent ? Bah c'est bien pour lui, pour une mise de fonds de 1 000 € finalement. Grosso modo. Ensuite, nous avons une maîtrise d'œuvre, accessibilité, séparation de l'agence Pierre-Yves Caillot. Et nous allons commencer un petit peu les abus de fonds publics du Conseil d'État. Retenez bien la normalisation de l'appel d'offres, son objet et les montants. Réalisation de prestations de développement, d'assistance et d'accompagnement en mode agile pour des applications web utilisées par le Conseil d'État et juridictions administratives. Alors, mode agile, accessibilité, ça ira plus vite. 7 millions d'euros. Un programme informatique, 7 millions d'euros. Par Infotel Conseil. Réalisation de prestations de développement d'assistance d'accompagnement en mode agile pour des applications web utilisées par le Conseil d'État, 7 millions. Ensuite, réalisation de prestations de développement d'assistance d'accompagnement en mode agile pour des applications web utilisées par le Conseil d'État et juridictions administratives, 7 millions d'euros. 7 x 3, il y en a pour 21 millions d'euros. C'est un programme informatique simple, 21 millions. C'est pas fini. Ensuite, le présent marché a pour objet la souscription de Pro-Logiciel Ibexa DXP. Réalisation de prestations de développement d'assistance d'accompagnement en mode agile des applications. Tiens, donc ça recommence. Alors, 7 millions de la part de Ernst & Young Advisory. Ça doit beaucoup vous parler. J'ai déjà traité ce nom. Vous savez, ceux qui font du dumping d'informations comptables, Cour des comptes, Sénat, Assemblée nationale aussi. On sait très bien qui sont Ernst & Young Advisory. Alors, 7 x 3, 21, 7 x 4,
21 plus 7, 28. 28 millions, toujours le même programme. Ensuite, c'est marrant ça, CGI France qui nous remet 7 millions. 28 et 7, on rajoute. Bon, consultation a pour objet la conclusion du marché relatif à l'exécution de prestations récurrentes de nettoyage. Celui-là, je vous l'ai teasé, il est énorme, il est excellent. Vous allez comprendre le ridicule de l'objet. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. La consultation a pour objet la conclusion d'un marché relatif à l'exécution de prestations récurrentes de nettoyage de locaux du Conseil d'État, ainsi que le nettoyage de la vitrerie, tant extérieure qu'intérieure. 3 350 000 balles pour laver les vitres des deux côtés. C'est nécessaire de le préciser. Moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, 35 millions, un foutu logiciel de simplification de communication Internet dans le cadre du réseau intranet des procédures administratives du Conseil d'État. 35 millions le logiciel. Ça paraît complètement con comme ça, mais en vrai, c'est complètement con. 35 millions le logiciel. Combien? C'est pas cher, comme disait Hollande. Non, c'est l'État qui paye. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. Oui. Et comme disait Coluche, il s'en fout de savoir nos sous. S'il fallait démontrer quelque chose, c'était le caractère opaque de certaines sociétés qui travaillent avec nos institutions. Parce que honnêtement, je le prends ici comme exemple parce qu'il est flagrant. Il était un peu moins apparent dans les autres vidéos. Il y avait d'autres sujets à traiter. Si vous regardez bien, je vous présente les institutions, mais je vous présente aussi certaines magouilles, certains types de magouilles qui sont afférentes aux institutions, et notamment l'opacité de beaucoup d'entre elles, tant par les réseaux via des entreprises privées à l'échelle internationale que par le cadre aujourd'hui ici présenté de sociétés écrans qui n'embauchent personne et qui sont carrément pas traçables puisqu'il y a une seule personne à l'intérieur. Alors oui, c'est très simple, mais tout ça, c'est en fait parfaitement légal. Et en parlant de légalité, je vous ai déjà dit comment l'État français blanchissait légalement l'argent de la drogue, non? Ah, vous savez comment je suis, j'adore partager. Allez, on s'y lance. Voyons maintenant le dossier du jour, consacré à la lutte contre le banditisme avec l'un des outils peu connus, la saisie des avoirs et du patrimoine des voyous. Quand on exerce une responsabilité, il y a une exigence d'exemplarité. Et ça ne doit souffrir d'aucune comment dirais-je, exception. Vous voulez vraiment vivre dans un monde où il n'y aurait plus de caviar? La position du président de la République, elle a été très claire. Considérez ça comme une commission pour nous avoir mis en relation. Mais t'es qui, toi, au juste? Vous le savez. Vous savez tous exactement qui je suis. Alors maintenant, dites mon nom. Lagrasque. Et comment que c'est moi? Ah putain, l'opacité de l'État. C'est quelque chose. On va voir dans cette vidéo quels sont les moyens qu'a le gouvernement pour réquisitionner les biens issus du trafic de drogue, mais également ce qu'il dit en faire et surtout ce qu'il ne dit pas, parce que c'est là où ça devient très intéressant. Allez, c'est parti. Le statut de cette agence, c'est celui d'un établissement public administratif sous double tutelle, à la fois du ministère du Budget et du ministère de la Justice. Elle est seule compétente pour la vente de tous les biens saisis avant jugement. C'est-à-dire que vos biens, même s'il s'agit d'une erreur, peuvent être saisis avant tout jugement vous rendant innocent ou coupable. Elle est aussi compétente pour les formalités de publicité foncière pour les saisies pénales immobilières. Enfin, elle centralise toutes les sommes saisies dans le cadre de procédures pénales. Donc elle centralise toutes les sommes qui sont ainsi récupérées du trafic de drogue, soit, mais comme ce n'est pas un organisme bancaire, il faut se poser la question auprès de qui place-t-elle ces sommes. Encore une fois, je me permets de vous rappeler que si vous voulez voir l'intégralité des vidéos avec tous les appels d'offres, tous les documentaires et non pas uniquement les points saillants, vous avez les vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Voilà, là je ne vous ai pas mis l'interview du directeur général de l'Agrasque, je saute directement aux faits, aux preuves et aux démonstrations. Donc le directeur général de l'Agrasque nous dit qu'il dispose d'un budget global de fonds globaux 1,5 milliard qui concourt à aider le gouvernement, enfin le budget général de l'État, c'est-à-dire
globalement tout, à hauteur de 50 millions, 1,5 milliard, 50 millions, et un fonds de concours pour la Mildeka de 17 millions. Donc, on est clair, selon le directeur général de la Grasc, c'est eux qui gèrent vraiment les fonds des saisies de la drogue, les fonds numéraires. Faudrait qu'on m'explique alors ce document-là. Bon alors, monsieur le directeur général de la Grasc, vous ne nous dites pas clairement que les fonds de la Grasc sont versés sur les comptes de la Caisse des dépôts et consignations, que de fait, il s'en passe des trucs avec la CDC. Ainsi, ce passage nous explique que la Grasc verse à la CDC, que la CDC restitue des fonds à la Grasc. Donc à ce niveau-là de la vidéo, on sait plusieurs choses. Premièrement, la Grasc récupère tous les numéraires de l'argent de la drogue. Elle le bloque sur des comptes, tout ce qui est immobilier, elle le met en salle des ventes pour en tirer des fonds, des bénéfices et des profits. Tout cet argent est donc ensuite placé hors frais de fonctionnement sur les comptes de la Caisse des dépôts et consignations. Caisse des dépôts et consignations, donc qui participe au renflouage de la Grasc, c'est-à-dire à son financement. Ce que jusqu'alors nous ne savions pas puisque personne ne nous l'explique. CF, la première vidéo dans laquelle la dame nous disait clairement que c'était des fonds autonomes. J'ajoute que l'agence présente deux spécificités quant à son équipe et à son mode de financement. L'équipe est pluridisciplinaire, elle allie des magistrats, des policiers, des gendarmes, des douaniers, mais aussi des fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques. Tout ça, c'est pour mettre en commun des bonnes pratiques, des expériences, pour apporter en fait le meilleur niveau de service à l'ensemble des juridictions qui nous solliciteront. S'agissant du budget, l'agence vise à s'autofinancer. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. En bénéficiant de reversements sur les affaires qu'elle aura à gérer. Donc pour eux, l'autofinancement, c'est quand ils réquisitionnent l'argent de la drogue, qu'ils les déposent sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations, que ça leur rapporte des dividendes et qu'ils refinancent la Grasc. Ça s'appelle de l'autofinancement, ça. Moi, j'appelle ça du blanchiment d'argent, mais ok, why not, comptablement, pourquoi pas. Hein, c'est un peu comme la dette au sens de Maastricht. Et c'est la farandole du claqué au sol. Je me suis procuré, évidemment, les chiffres clés de la Grasc en 2023, document public, comme vous pouvez le voir. Voilà, République française à Grasc, éléments chiffrés d'activité en 2023. Ben, on va plonger le nez dedans, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent à la Grasc? Les chiffres à retenir. Oh, on va se faire un plaisir. Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Voilà, page 1, donc les saisies pour un montant de 1 milliard G-euros, c'est giga, donc c'est pour éviter de dire MD. Voilà. Donc non, c'est 1,444 milliard d'euros de saisies en 2023. On peut voir que 23% c'est les assurances vie, les biens immobiliers incorporels, les comptes bancaires et compagnie. Les biens immobiliers c'est 42% et 32% les créances. La confiscation maintenant, pure et dure, parce qu'il y a une distinction entre saisie et confiscation. 175,5 millions d'euros. Voilà, vous avez une échelle comparative d'ailleurs en dessous, dont près de 110 millions versés au budget de l'État. Ensuite, ici vous avez les versements, dont versements exécutés par la Grasc en millions d'euros, parce que comme vous voyez qu'en 2022, ici, là en bas, en 2022 c'était 171 millions. Aujourd'hui, les versements en 2023, 272,4 milliards d'euros. C'est pas moi qui le dis, vous avez le document devant les yeux. Oh, qu'est-ce que c'est? Pour 1 euro investi par l'État, ça lui en rapporte 1000. Oh, 1 pour 1000, une bagatelle. Ainsi, tableau 3, les affectations des sommes confisquées. Les virements à l'État, c'est donc en millions 109 millions, enfin 110 millions. Par affecté à la Grasc, dans 8,28 millions réservés pour les fonds de concours, donc ça c'est la Mildeka. Ici, le virement de la Mildeka pour la Grasc. Virement autorisé 1, virement de fonds de lutte contre la prostitution. Virement de compte d'affectation spéciale participation financière de l'État, 1,3 million. Voilà, solde des comptes de la Caisse des dépôts et consignations, 2,2 milliards d'euros en 2023. C'est le solde de la Grasc qui est chez la CDC. En 2022, il nous donnait 1,7 milliard d'euros. C'est marrant, mais le DG de la Grasc ne nous parle absolument pas de ces fonds donnés, versés sur les comptes de la Caisse des dépôts et consignations.
Donc clairement, plusieurs milliards sont générés par l'argent de la drogue, récupérés d'une manière ou d'une autre par l'Agrasc, déposés sur les comptes de la Caisse des dépôts et consignations, et ils osent nous dire que l'Agrasc est autofinancée par une part qu'il prendrait sur les saisies. Spoiler ? Non. On sait que l'Agrasc récupère les fonds de la drogue, on sait qu'ils ont plusieurs milliards de côté et que ces milliards de l'argent de la drogue sont investis dans les fonds de la Caisse des dépôts et consignations. Mais qui contrôle la Caisse des dépôts et consignations ? Je vous renvoie à ma vidéo sur la Caisse des dépôts et consignations. Il est placé sous le contrôle du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. On sait très bien que c'est le Parlement qui s'occupe de chapeauter les fonds de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la gestion de ses filiales. Le document, on va le voir maintenant. Donc, numéro 421 du Sénat, 2016-2017. Oui, je sais, c'est un peu antérieur à 2023, mais 2023-2024 n'était là que pour montrer les sommes. On va lire le rapport d'information sénatorial produit par monsieur Antoine Lefebvre, qui est sénateur. Alors, donc on commence par gaspiller du papier, c'est génial, c'est habituel. Ici, l'Agrasc, une agence récente et reconnue. Oui, sauf que là, on est en 2016-2017 et que ça fait 5 à 6 ans qu'ils connaissent l'Agrasc, puisqu'ils l'ont fondé, une agence créée en 2011 pour renforcer l'efficacité de la politique générale. Alors, quand nos sénateurs parlent d'autofinancement de l'Agrasc, ils disent ne pas céder à la tentation de, je les cite, tuer la poule aux œufs d'or. Oui, l'argent de la drogue, pour nos députés et nos sénateurs, puisque c'est le Parlement qui a le contrôle de la CDC, pour eux, l'argent qui arrive dans la caisse de la CDC, c'est la poule aux œufs d'or. L'argent de la drogue qui arrive dans les caisses de la CDC par l'Agrasc, c'est la poule aux œufs d'or. Enculé! On en était à un point où, depuis 2012, elle s'autofinance. Spoiler! Alors, qui finance l'Agrasc, portion des différentes recettes de l'Agrasc en 2016, c'est-à-dire ce qu'elle reçoit? Eh bien, on s'aperçoit que les intérêts générés par le placement de l'argent de la drogue, cadre de la Caisse des dépôts et consignations, est équivalent à 74% du financement de l'Agrasc. Donc, l'autofinancement depuis 2012, c'est faux, puisqu'encore en 2016, c'est la CDC qui la finance à 74%, et que uniquement nos recettes fiscales, oui, nos impôts participent à hauteur de 3%, la part des produits de confiscation, donc soi-disant avec ceux avec quoi elle s'autofinance, n'est que de 23%. Et la source, c'est la Commission des finances du Sénat à partir de données transmises par l'Agrasc, à partir d'elle-même. Et après, vous avez tous les partis politiques, puisqu'ils sont l'Assemblée nationale, puisqu'ils sont le Sénat, donc le Parlement, la main sur le cœur, qui vous disent « il faut lutter contre la drogue ». Oui, sachant que le Parlement a la main mise sur la Caisse des dépôts et consignations et dont le directeur est nommé par le Président de la République, ils viennent vous dire « il faut lutter contre la drogue ». Ça les arrange énormément, la drogue, en fait, parce qu'ils financent justement l'État en blanchissant son argent. Donc, la santé de nos gamins dans les cités, dans les villages, dans les villes, de partout, ils en ont rien à foutre. La drogue, c'est bon pour l'État, c'est bon pour le gouvernement, c'est bon pour les finances de l'État. Quand on aura tous compris ça, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Alors, ils nous disent ensuite que on a des subventions, l'évolution des recettes, les recettes fiscales, les parts de la grâce et les intérêts de la CDC qui sont toujours extraordinairement hauts. Inquiétez pas, on va en parler de la Caisse des dépôts et consignations. Oh que oui. Il est à noter que dans ce tableau-là, ce qui est intéressant, c'est que de 2012 à 2016, les saisies de l'Agrasc comportent exactement toutes au centime près le même montant d'1 806 000 €. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi le budget général de l'État augmente par 5, alors que les saisies restent au même montant entre 2012 et 2016. Here I come. Oh, here I come. Oh. Donc, on va pas se casser la tête, on va y répondre avec leur propre texte, comme d'habitude. Alors, pour ne pas avoir à s'expliquer, nos sénateurs nous disent, puisque l'extrait que je vous diffuse, c'est du magazine Libération, qu'il a lui-même pris dans le même rapport que j'ai téléchargé, celui du Sénat. Donc, nos sénateurs nous disent que,
au milieu de l'écran. Ces flux sont d'une telle opacité que le montant total des avoirs effectivement confisqués et recouvrés sur le territoire national demeure une donnée inconnue. C'est-à-dire ils savent pas combien ils réquisitionnent. Ils savent pas combien ils confisquent en fait. C'est ça qu'ils nous disent. Bon, c'est bizarroïde. Parce que quand même, le garde des Sceaux, lui, est au courant. Alors qu'il se fait sur les rapports de Agrasque. Oh merde! Oh, c'est con ça! Non, vous savez qu'il faut pas me mentir. C'est pas bien de mentir. Vous savez que j'aime pas ça. Donc, je me suis procuré le communiqué de presse de Dupond-Moretti en date du 8 février 2024. Voilà, c'est-à-dire bien après le rapport sénatorial, histoire de me démontrer si oui ou non ils sont au courant. Si ça avait été avant, ça l'aurait démontré. Là, si c'est après, c'est une preuve irréfutable puisqu'il y a un bilan comptable qui est dressé pour en arriver à ces chiffres. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a dressé le bilan positif de la politique. Ici, je suis pénale, ferme et déterminée de saisie et de confiscation. Il a dressé le bilan positif, il a dressé le bilan. Et là, il commence à nous parler des chiffres. Donc, on va voir ce que sont ces chiffres. Voilà, Éric Dupond-Moretti a salué, alors tout en haut en gras, Éric Dupond-Moretti a salué le travail de Agrasque qui permet de montrer aux citoyens que les biens mal acquis ne profitent jamais. Ça dépend à qui quand même. La justice continuera sans relâche à frapper les délinquants en portefeuille, etc., etc. Il nous dit ensuite, paragraphe d'en dessous, que dans les saisies avec un record de 1,4 milliard, on l'a vu tout à l'heure, je chiffre 1,444 millions très exactement, donc on l'a. Donc ils savent très bien de quoi ils parlent. Juridiction en 2023, 771 millions en 2022, 725... Mais apparemment, ils savent pas combien ils reçoivent ces gens-là. C'est bizarre. Nous, on en est un petit peu maintenant au stade où on considère que les Orcaniens sont des salopes. Le renforcement des effectifs de 86 agents en 2024, 1,440 millions, excusez-moi je bégaye, tellement c'est con ce qu'ils écrivent, 175,5 millions d'euros confisqués, plus 13%, ils ont même les statistiques, 87, tout en bas maintenant, 96 millions d'euros versés aux indemnisations, 731 immeubles, enfin voilà, vous avez compris. L'argent de la drogue est une économie en plus de nos cotisations. C'est un fonds qu'il appartient à l'État de réutiliser. Sauf que, dans le cadre de la communication publique, ils nous disent, voilà, regardez comme on est vertueux, on réutilise les fonds directement, ça nous aide, ça évite de faire payer le contribuable. Non. Je vous encourage à aller voir la vidéo, c'est-à-dire Juste Cause 14 sur la CDC et la dette publique. Vous comprendrez quelle est la magouille grossière et énorme de la CDC avec l'argent de la drogue, puisque c'est afférent. Puisqu'on y est, autant le faire. On va parler de la Caisse des dépôts et consignations, de la dette selon Maastricht et de comment on se fait dominer la rondelle d'une manière incommensurable. Alors, on est parti. Tout d'abord, on va faire une petite présentation de ce qu'est la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations, CDC, a été créée le 28 avril 1816. C'est un établissement public national au statut très singulier, au service de l'État et des collectivités locales avant tout. Il est placé sous le contrôle du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Bien sûr qu'avec les magouilles, on en a plein les fouilles. Il exerce de nombreux métiers en plus de ses fonctions originales de banquier des collectivités locales. Plusieurs de ses filiales pratiquent des activités de marché, donc de la bourse. Salut mec, ça va? Tu vas bien? La gestion sous mandat d'importants régimes de retraite et de solidarité publique et semi-publique, des activités de banquier au service public de la justice et de la sécurité sociale. On se présente? Mais non, tu nous connais. La contribution au développement des territoires, l'investigation de long terme dans l'économie nationale, la participation au développement économique à travers ses filiales et son réseau de direction régionale. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez parce que moi, j'ai du paix spiritique que sur la plage. Au fait, juste un truc pour rappel, depuis le début de la vidéo, je vous dis qu'en fait, les institutions de l'État
sont vérolés par des entreprises étrangères du secteur privé officiant en tant que comptables, voire même commissaires aux comptes. Si vous pensez une minute que la CDC fait exception, alors même qu'elle est chapeautée, dirigée et maîtrisée par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat qui eux-mêmes sont déjà vérolés, vous foutez de l'eau dans l'œil, le mien et celui de 68 millions de congénères. Ça va faire beaucoup de doigts dans un œil. Oui. Alors, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif, ainsi que les montants globaux de chaque filiale que l'on peut retrouver donc sur Papers. Donc, si on fait le total de toutes ces filiales de la CDC, sans toucher au fonds propre de la CDC, pas encore. Je vous les présente juste après. On tombe sur 2960 milliards, 214 millions, 850 720 euros. J'ai même besoin de le lire tellement le chiffre est énorme. C'est-à-dire que ces 2960 milliards sont supérieurs au PIB de la France. D'ailleurs, on va y venir à cette notion de PIB au sens de la dette, au sens de Maastricht. Qu'est-ce que ça veut dire le PIB? Qu'est-ce que ça veut dire la dette publique? On va y venir. La CDC, finalement, la Caisse des dépôts et consignations, elle a combien sur elle là, de combien elle dispose? L'exercice 2022, comptabilisé en 2023, annonce 1360 milliards. Le bilan 2023 vient de sortir puisqu'il a été comptabilisé et il affiche 1388 milliards. Oui, vous ne rêvez pas, la Caisse des dépôts et consignations a fait 28 milliards en un an. Écoutez, on est heureux que l'État se porte hyper bien côté finances parce que nous, on nous raconte le contraire. C'est bizarre, hein? Ouais, vous rêvez pas. 1360 milliards. Maintenant, si on agrège les deux, c'est-à-dire le montant que représentent les filiales de la CDC et la CDC en propre, c'est-à-dire le cadre comptable et général d'un trust. Donc on a 2960 plus 1360 milliards. Ça nous fait une belle somme. Alors moi, la question que je pose est simple. Pourquoi on ne nous parle jamais des fonds de la Caisse des dépôts et consignations, de ses filiales, puisque après tout ce sont des institutions, des administrations qui sont et privées et publiques, qui fonctionnent avec les fonds propres des Français. Ouais, même avec l'argent de la drogue des Français. Vous avez vu? L'État sait faire feu de tout bois. Non, c'est l'État qui paye. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'est hilarant. N'oublions pas, portefeuille, livret, etc., etc., mais pas que cet argent public est coté en bourse, c'est expliqué dans les définitions des filiales, hein, d'ailleurs, voire même dans le règlement de la CDC. Donc, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'aux informations sur les médias, les pseudo-médias indépendants de mon cul sur Internet, là, vous en parlez pas de tout ça? Bon alors, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes nuls, vous êtes zéro, mais également de sacrés foutus putain d'hypocrites qui profitaient de l'émotionnel. Et oui, vous préférez, c'est plus facile à gérer. Vous faites pas de politique, vous faites de la politique politicienne, vous commentez les petits mots des hommes et des femmes politiques de notre pays, ce dont tout le monde n'a rien à foutre. Moi, je vous parle de là où passe votre fric. Alors, la complosphère, et c'est bien pareil pour la sphère esprit critique. Vous en avez des données là fiables à transmettre à la population. Il est où votre sens critique? Ah, c'est vrai qu'en dehors de son petit précaré de compétences et de vos sempiternels débats contre les religions, vos chasses aux sorcières, histoire de vous donner bonne conscience, il n'y a pas grand monde. C'est toujours un petit peu compliqué de parler. Laissez faire les professionnels. Esquive la balle! Allez, on y retourne. On ne nous parle pas de ces institutions-là qui sont quand même hyper importantes pour la France. C'est l'argent public. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État. Oui, je vais y aller, je vais faire du pied-bouche. Et évidemment, si l'État voulait rendre la population beaucoup plus riche, beaucoup plus prospère, bien entendu qu'il ferait le nécessaire. Soyez pas con. La Caisse des dépôts et consignations est placée de la manière la plus spéciale, comprenez exclusive, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative. Elle est organisée par décret en Conseil d'État, pris sur la proposition de la commission de surveillance. On va voir ce que c'est la commission de surveillance. Non, ça alors, c'est étonnant. La CDC ainsi que ses filiales sont sous l'autorité et la direction du pouvoir législatif, donc du Parlement,
donc de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bonjour Larcher, comment ça va? Oui, ferme ta gueule. Bonjour les partis politiques qui formaient l'Assemblée nationale, comment vous allez? Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Oui, on va creuser dans ce sens-là, bande de fumier. Les modalités de sélection des membres de cette commission sont fixées par l'article L518-4 du Code monétaire et financier. Voilà, L518-4, Code monétaire et financier, vous irez le chercher. Donc il bouffe tout à tous les râteliers. Voilà, c'est écrit clairement. Ah ben ça, tu les verrais courir comme des lapins de 6 semaines à chaque élection, histoire de vite mettre le bulletin dans l'urne pour leur candidat favori. Alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Et jusque-là, ils se la font mettre. Alors oui, on a ce qu'on mérite, c'est-à-dire un gouvernement nul, élu par des bulletins nuls, lors d'élections nuls. Cependant, il y a une question qui, moi, m'interpelle un petit peu, c'est les parlementaires là, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils n'ont pas que ce poste, hein, ils sont parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. À la CDC, ils se réunissent en réunion, donc ils siègent pas tout le temps. Ils touchent quoi, en fait, comme indemnité quand ils sont à la CDC ? Bon ben voilà, je suis allé vous chercher le règlement intérieur, je vous ai donné la page du règlement intérieur, c'est un PDF téléchargeable sur le site justement de la Caisse des dépôts et consignations, vous pouvez trouver ce règlement intérieur, hein, il n'y a rien de secret. Donc c'est l'article 17 à la page 9, dont les indemnités allouées aux membres de la commission de surveillance, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, au titre de la mission de surveillance, bichette. Les membres de la commission de surveillance perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 600 € pour chaque séance. T'en fais 2 dans la journée, t'as déjà gagné 1200 balles, t'en fais 2 par jour sur 5 jours, tu fais ton calcul, hein, c'est vite vu, c'est pas mal. La rédaction des rapports dont ils sont chargés afin de rendre compte en commission de surveillance des travaux des 10 comités donne droit à une indemnité de 1200 €. Donc 1200 €, c'est pas par jour, c'est pas par mois, c'est par rapport. Donc tu fais une séance plus un rapport, ça fait 1800 balles. Ok, super, merci, 1800 balles, tu gagnes déjà plus que beaucoup de Français en fait, pour 2 heures de taf et un rapport. Lorsqu'ils accomplissent des travaux d'expertise pour le compte de la commission de surveillance, les membres de la commission de surveillance désignés à cet effet par le président de la commission de surveillance peuvent percevoir une somme maximale de 2000 €. Oui, tu passes à 3008 pour une séance et un rapport. Il suffit de mentionner que le rapport c'est de l'expert, voilà, c'est un rapport d'expert. Voilà, j'ai aucune compétence mais c'est un rapport d'expert. Donc c'est 2000 balles, plus 1002, plus 600. Tu m'étonnes, putain, 3800 balles, une réunion de 2 heures avec un rapport d'expert. En 2 heures de temps, grosso modo, et admettons qu'ils arrivent en réunion à 9h du mat, ils en sortent à 11h, et il faut pas oublier d'aller bouffer à la gamelle de l'Elysée ou du Sénat d'ailleurs, tu te palpes 3800 balles. Et cette bande d'enculés là qu'on appelle nos représentants, que vous votez, hein, vous les votants d'ailleurs, vous avez élu, ils se sont augmenté le salaire. Bien sûr qu'avec Télémagouille on en a. Après on se demande où passe l'argent. Ah, on va en parler de ça, tiens, la dette publique, vous l'aviez oublié ça? Vous avez aussi oublié que je ne vous ai pas encore parlé du PIB. Combien de fois t'as besoin de te faire baiser pour perdre confiance en quelqu'un? Ouais, parce que là, il est réellement question de bien se faire enculer, mais convenablement comme il faut, hein. Je crois que là, personne ne s'en rend vraiment compte. On va voir que ça tient juste sur une terminologie toute simple, la dette au sens de Maastricht. Alors effectivement, pour les Français, le PIB de la France est inférieur à la dette. C'est l'état de fait, c'est ce qu'on nous présente dans les médias. On va voir qu'en fait, c'est pas du tout le cas, parce que la notion de dette, il faut l'entendre comme la dette au sens de Maastricht. On va voir ce que c'est immédiatement. Alors avant de dire que le PIB ça se calcule pas comme ça, c'est fou, c'est con, on va remettre les choses en place. C'est justement ce que je démontre dans la vidéo en fait. Quand vous dites que j'ai tort, vous êtes en train de dire que j'ai raison, puisque je démontre clairement que la dette au sens de Maastricht, ce n'est pas la dette réelle de l'État. En clair, vous allez voir dans le processus comment ça se fait. Ou alors, si vous voulez dire que j'ai tort, ok, libre à vous. Je vous demanderai de me justifier l'enveloppe de tous les ministères à hauteur de 4300 milliards, alors que notre PIB est de 2811 milliards, exercice 2023-2024. Bon courage. Alors voilà, site de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, donc très fiable. À la fin du premier trimestre 2024, la dette publique est de 3159 milliards 700 millions.
La dette trimestrielle de Maastricht des administrations publiques APU, premier trimestre 2024. À la fin du premier trimestre 2024, la dette publique au sens de Maastricht s'établit à 3159 milliards. La question qu'on doit se poser, c'est, mais la dette publique, sans être au sens de Maastricht, elle s'établirait à combien? Donc, comment on fait pour calculer la dette publique sans être au sens de Maastricht? Je vais donc vous en donner la définition et ensemble, on va faire le calcul avec les chiffres qu'on a vus jusqu'à présent. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc en fait, quel est le calcul? Très simplement, la dette au sens de Maastricht, c'est une dette brute. On ne lui soustrait pas les actifs financiers que détiennent les administrations publiques. En clair, je vous ai démontré la CDC, 1360 milliards. Ben, on ne va pas les enlever à la dette. Pourtant, elle possède cet argent public. Mais, parce que c'est au sens de Maastricht, la CDC, dans son calcul, ne rentre pas en ligne de compte pour évaluer la dette réelle de l'État. On est dans le cas des accords de Maastricht. La méthode comptable a été changée entre 1992 et en 1993. En 1992, nous calculions le PNB, auquel là, nous rajoutions justement les actifs des institutions, comme la CDC d'ailleurs. En 93, on est passé au calcul du produit intérieur brut. Donc, les institutions, comme je vous les présente, n'incluent plus leurs actifs dans le calcul de la dette. Ça fausse complètement le chiffre. Et comme on le sait, la CDC est une administration publique et ses filiales sont considérées du domaine public également, avec des vertus privées. Mais tout ça, tout ce qu'elles ont, on ne l'enlève pas à la dette. Eh bien, on va faire ce calcul. Tout d'abord, nous avons besoin du PIB valeur de la France, c'est-à-dire le PIB inflationniste. Voilà. On ne va pas prendre le PIB volume qui est calculé hors inflation. On va laisser les prix courants tranquillement avec l'inflation. Ensuite, on a besoin du montant de la dette que nous venons de voir, puis des actifs des administrations financières de l'État, notamment la CDC et ses filiales. C'est ce dont nous avons besoin. On va maintenant ajouter les fonds propres, c'est-à-dire les actifs de nos administrations françaises, dont CDC plus filiales. Maintenant, on rajoute le PIB de la France, c'est-à-dire les taxes, les impôts, ce qui garantit 95 à 100% de notre PIB. Maintenant qu'on a mis tout le potentiel financier français, du moins superficiellement, parce que je ne suis pas allé racler tous les fonds de tiroir non plus pour la démonstration. Vous vous rendez bien compte que cela n'est qu'une démonstration et pas un état précis des lieux. Mais bon, simplement en survolant, en ayant des bonnes sources, vous apercevez déjà qu'il y a quelque chose qui cloche dans les informations qu'on nous donne. Donc on va soustraire maintenant le montant de la dette. Donc voilà, la démonstration empirique du PIB brut français. En fait, lorsque nous sortons de ce jeu d'écriture imposé par les protocoles de Maastricht, lorsque nous calculons notre PIB tel qu'il devrait être, puisque nous intégrons les valeurs des actifs de nos administrations au PIB, alors nous sommes bénéficiaires de 3799 milliards d'euros. D'ailleurs, ce qui va aussi dans ce sens au-delà du projet de loi des finances 2025 qui soutient ce que je dis en termes de dotation des ministères. Il faut comprendre une chose, la Grèce, lorsqu'elle est tombée dans un état de crise, oui, le pays n'est pas le même, blablabla. En attendant, méthode comptable, il lui a fallu 1 an pour être placé sous tutelle par l'Union européenne. Ça fait combien d'années qu'on est trop endetté, soi-disant, et pourquoi on n'est toujours pas sous tutelle ? Eh bien, tout simplement parce que, fondamentalement, nous sommes solvables. Et ça, on ne nous le dit pas, on ne nous l'explique pas. On ne nous dit pas que la dette publique, quand on nous la présente, c'est la dette au sens de Maastricht. On nous dit c'est la dette publique. Nous faisons un calcul simple, plus, moins. Non, la dette de Maastricht, c'est quelque chose de particulier et il fallait creuser en ce sens pour démontrer le mensonge de nos représentants. Si on prend le point de vue international, c'est-à-dire par le biais de la World Bank, qui est un site de méta-analyse hyper fiable, on va voir ce qu'est la valeur travail en France. Je vais vous en décrire un petit peu le topo pendant quelques minutes. Vous allez bien comprendre pourquoi en France, les chiffres que je viens de vous donner sont réalistes, les chiffres que l'on nous donne sont irréalistes. Vous allez voir. Et ça, c'est des informations publiques et internationales sourcées par le plus grand organisme mondial. Donc voilà, le site dont je vous parle, c'est datacommons.org,
World Bank. C'est un site de méta-analyse qui regroupe 193 pays dans le monde, 110 000 villes, 5 000 États et provinces. Au-delà de 240 milliards de points de data à travers 260 000 variables. Alors donc ça, ce sont des méta-analyses qui sont regroupées par pays. On ne peut pas dire qu'ils soient influencés puisque c'est un recoupement de données. Donc la crédibilité va dans le sens de Data Commons, tout simplement. On va d'ailleurs pouvoir retrouver sur ce site des recherches démographiques, des recherches économiques, dont voici un graphique qui me semble très très parlant, ce qui va d'ailleurs dans le sens des informations que je vous donne, et on va voir clairement pourquoi. La source des données, c'est datacatalogue.worldbank.org. Par exemple, un truc qui attire l'attention immédiatement. Par exemple, on s'aperçoit que la dette publique, on n'en arrête pas de nous le rabâcher, est de 36 000 € par habitant en France en 2019. Ça, c'est le graphique orange en haut à gauche. Juste à sa droite, je vous ai mis par contre la production par habitant, dont on ne nous parle jamais. Et oui, parce qu'on nous dit on est très endetté, mais on ne nous dit pas combien on produit par habitant. Mais moi, je vais vous le dire ce soir. Donc, dans la même période, en US dollars, donc voilà, on durera à peu près 40, on s'aperçoit qu'il y a France, Malaisie, Allemagne, etc., etc. La France produit entre 40 et 41 000 $, ce qui fait environ 40 000 €, 39 000. On est supérieur à la dette. La dette par habitant, c'est 36 000. Le PIB par habitant, c'est 41 000. Donc, il y a quand même un écart qui est très signifiant. Quand on voit que notre taux de chômage est quand même au-delà des 8%, alors que même notre taux de participation à la population active, depuis bien avant 1995, et ça c'est là dans la deuxième rangée, partie de droite, le graphique avec la ligne jaune, ne cesse d'augmenter. Donc moi je veux bien qu'on dise, oui la France est endettée, effectivement elle l'est, mais dans ce cas-là, soit une simple recherche sur des organismes très sérieux, mondiaux, qui sont ultra fiables, indique que nous produisons plus de richesses que ce que nous en perdons. Donc déjà, ça ne colle pas avec ce qu'on nous dit en France. D'autre part, on a bien vu que la dette au sens de Maastricht, c'est pas la dette comme nous on l'entend. C'est pas je te dois 50 € parce que j'avais que 20 €, tu vois. Non, non. C'est pas ça. On ne rajoute pas les actifs, c'est-à-dire les valeurs, à notre PIB. En attendant, une chose est sûre, la France, visiblement, empiriquement, factuellement, est endettée parce que nos représentants le veulent bien. Du moins, veulent bien nous faire croire que c'est le cas. Les chiffres, quant à eux, donnent une toute autre chanson. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je pourrais encore développer beaucoup plus. C'est pas forcément nécessaire. Je vous laisserai d'ailleurs trifouiller. Je vous ai donné toutes les sources, comme d'habitude. Mes vidéos sont toujours sourcées. Je vous encourage à liker cette vidéo, la partager au plus grand nombre possible. Je compte sur chacun d'entre vous pour faire œuvre utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu et à très bientôt. Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Et bienvenue chez les ravagés.